Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Grand-père mange nos bonbons. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, l'animation, elle a débuté il y a 3 semaines. Vous avez fait une animation dans le fort de Cormeilles. Là, on est le 29 septembre. Oui. Donc là, vous avez eu beaucoup de public. Oui. Comment ça se déroule, l'animation? En fait, c'est une immersion. Les gens peuvent se promener dans un village des années 40. Et donc, ils peuvent se déplacer de lieu en lieu. Faire le garage. Le garage, l'école, le café, l'épicerie, la boutique de la modiste, la petite maison et la cache des résistants. Donc là, vous-même, vous êtes collectionneuse, j'ai l'impression, en fait. Oui. Voilà. Ici, on est quasiment dans votre boutique. C'est toute ma collection. Toute votre collection. Oui. Donc c'est une collection que vous avez, j'imagine, faite depuis de nombreuses années. Depuis... Ça vous a pris quand, à quelle époque vous avez commencé? En fait, je ne sais pas exactement parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que je passais mes vacances quand j'étais petite dans l'épicerie de mon oncle et ma tante à Courbevoie. Et donc, j'ai toujours eu un penchant sur les boîtes d'épicerie. Donc, au début, j'ai acheté des choses comme ça, juste pour le souvenir. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mise à collectionner sans m'en rendre compte, en fait. Vous n'êtes pas épicière, en fait. J'ai jamais été épicière. Qu'est-ce qui interpelle le plus les gens, les jeunes et les plus anciens? Les plus anciens, ça leur rappelle des souvenirs. Et les jeunes, ça les surprend parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de magasin, en fait. Oui. Qui ressemble à un supermarché miniature. Et je leur explique que voilà, dans un si petit espace, on peut trouver tout ce qu'on a besoin pour la vie quotidienne. Alors, est-ce qu'il y a des objets finalement que vous affectionnez le plus? Est-ce qu'ils ont été difficiles à trouver ou qui ont vraiment une histoire assez chargée? Par exemple, les pâtes Gargantua, oui. Une marque qui n'a existé que pendant la guerre. Parce qu'en fait, c'est les pâtes Lustucru, bleu, blanc, rouge, avec un message. Elles reviendront bien un jour, les fameuses pâtes aux œufs frais, celles que vous préfériez, madame. Et Lustucru a changé le nom de ces pâtes parce qu'il ne voulait pas qu'on associe le nom de Lustucru à quelque chose de mauvaise qualité. Ils avaient peur qu'après la guerre, on dise les pâtes Lustucru, j'en ai mangé, c'était infâme, j'en mangerai plus jamais. Donc ils ont changé, ils les ont appelés Gargantua et c'est redevenu Lustucru après la guerre. Il y avait tout un code de couleur aussi, j'ai cru comprendre, sur les boîtes. On peut voir que en majorité, on retrouve du bleu, du blanc et du rouge. Ou par exemple, sur les lacets qui sont derrière vous, ici, voilà, des lacets noirs, marron, et puis là, bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'était des codes détournés pour les Allemands. C'est un peu du patriotisme, sans que ça se montre trop. Ouais. Quoi. Les produits pendant la guerre avaient tendance à diminuer, un peu comme pendant maintenant la période d'inflation. Voilà, et donc un pot de crème fraîche qu'on pouvait trouver au début de la guerre, et puis ça, fin de la guerre, et celui-là coûtera plus cher que celui-là. Après l'alimentaire, on a le côté mercerie, et puis le côté entretien. Alors qu'est-ce que tu as comme objet original? Par exemple, le paquet de mire, voilà, le mire qui nettoie tout partout, même le toutou. Et d'autres objets en mercerie comme ça, finalement? Par exemple, il y a les dessous de bras
Ça, c'est pour pas avoir à laver sa robe, par exemple. D'accord. Pour la transpiration, on met en dessous les bras et comme ça, on n'a que ça à laver. Les femmes étaient quand même assez élégantes finalement, elles étaient élégantes finalement pendant l'occupation. Hein. Oui, c'est même leur principale préoccupation avant de sortir, il faut être élégante. Il faut relever la tête et montrer que rien ne va les arrêter. Alors il y avait des astuces finalement pour les femmes pour rester élégantes avec le peu de matériel qui leur restait finalement pendant la guerre. Le chapeau est essentiel en fait. Déjà il sert à cacher les cheveux qu'on n'a pas forcément pu laver par manque de shampoing. Mais en plus, comme les Allemands ont oublié de réglementer les chapeaux, on va se lâcher sur le chapeau et on va avoir des chapeaux de plus en plus grands et de plus en plus visibles. Et au niveau des tenues, il y a une réglementation alors par les Allemands? Oui, et tout était réglementé en fait. Même la longueur des ourlets, combien on avait le droit de boutons, si on faisait un revers, c'était tant de centimètres. Enfin, tout était réglementé en fait. Ça, c'est du jus. Bon, bienvenue à l'école de 1940. Alors c'est grâce à la plume qu'on avait cette jolie écriture avec des pleins et des déliés. D'accord ? Donc, si vous remarquez aussi, pourquoi les élèves ils écrivaient tout à la main, d'après vous ? On se protège avec la blouse pour ne pas salir les vêtements, pour ne pas les user, qu'il n'y avait pas de machine à laver, enfin tout ça. Donc pour leur faire prendre conscience de leur vie actuelle et de la vie des enfants d'autrefois. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a mis une blouse ? Notre grande surprise tout au long de ces week-ends qu'on a passés, de ces semaines, c'est que les enfants sont héritiers d'une certaine forme de tradition de l'école d'autrefois. Et beaucoup d'entre eux, alors connaissent évidemment les punitions anciennes, voilà, les coups de règle, etc. Tous, alors qu'ils ne l'ont pas connu. Les bons points aussi, finalement. Les bons points aussi. La blouse. Peu d'enfants acceptent de ne pas la mettre. En fait, c'est quelque chose qui est presque valorisant de revenir dans l'école d'autrefois. En fait, finalement, au-delà du matériel, c'est surtout la compréhension de l'écriture, de la lecture et du niveau aussi des élèves, puisque on le rappelle, hein, on leur dit que l'école s'arrête à 13 ans et qu'on passe le certificat d'études qui est un diplôme d'un très bon niveau. Et on pourrait comparer que le niveau de classe, c'est à peu près d'un niveau d'élèves de seconde, voire de première. Voilà. Et aussi, on leur redit toute l'importance que mettait le maître à l'obéissance, qui est un mot un peu désuet à l'heure actuelle. L'autorité. Et il faut imaginer que à cette période-là, l'autorité et l'obéissance ne sont pas de vilains mots. Ce sont des mots qui conforment des gens à une fonction. Et l'école est déjà un endroit où on apprend aux élèves à respecter, à faire attention à ses affaires, à son matériel, mais aussi à l'autorité du maître et donc par voie de conséquence à l'autorité de l'État. Pendant l'occupation, finalement, l'école c'était un refuge, comme tu le disais. On avait du lait, on avait de la chaleur. Ouais. Le lait, c'était pas partout. Hein. Il y avait des subventions, effectivement, et qui existent encore d'ailleurs maintenant. Hein. Certaines écoles sont plus financées en lait directement, mais par des subventions. Ça date de cette période-là. Donc il y avait des élèves, oui, surtout en ville, qui avaient le droit à ce rationnement. Voilà, il y faisait chaud. C'était d'ailleurs une des corvées des élèves, hein, de remplir le poêle à bois tous les matins. On peut imaginer qu'avec des petits, on touchait un objet qui était quand même malgré tout assez dangereux. Voilà, il y avait des droits et des devoirs à l'école qui étaient aussi un apprentissage de, entre guillemets, la citoyenneté en fait. Hein, travailler pour le bien commun de tous, travailler au poêle à bois, travailler à l'effaçage du tableau, au remplissage des encriers. Il faut imaginer qu'en 1940, lorsque le maréchal Pétain promulgue ces lois déjà un petit peu liberticides sur l'école, d'office, il se met à dos une grande majorité des enseignants, dont certains d'ailleurs démissionneront dès la rentrée 1940, ce qui va obliger l'État français à regrouper pour la première fois garçons et filles dans les mêmes classes, puisqu'il n'y a plus assez d'enseignants pour faire des classes séparées. Alors ce que je disais, hein, c'est vrai que dans les villes, il y avait encore de nombreux enfants, donc les maîtres et les maîtresses faisaient quand même une rangée de garçons et une rangée de filles, mais dans certains villages, il y avait une seule classe pour
plein de niveaux en même temps, et garçons et filles en même temps. Et puis cette mixité disparaîtra au lendemain de la libération, dès 1946. Voilà, et de nouveau, on resépare les garçons et les filles jusque dans les années 70. Ouais. Alors madame, vous par contre, vous étiez sur le stand juste en face. Oui, donc moi je m'occupais de la boutique de la modiste. Au départ, ils rentraient juste par curiosité pour la beauté des chapeaux et puis les chaussures aussi qui étaient présentées avec les semelles en bois, les galoches des enfants, voilà des tas de détails d'accessoires. Et en fait, ils étaient surpris par effectivement ces petites anecdotes qui n'en sont pas tant que ça parce qu'elles sont le reflet quand même à travers ces petits détails de mode, l'émancipation de la femme pendant ces années qui ont été obligées de tenir des places importantes, que ce soit au moment de la résistance pour aider des actes de résistance qu'on connaît, les infirmières. En fait, c'est un peu le symbole du rôle de la femme qui a pris de l'importance au cours de ces années. J'attendrai Donc voilà notre aviateur américain. Donc sur Cormeilles en Parisis, il y a eu un bombardement et en fait l'avion américain qui devait détruire le pont entre Maisons-Laffitte et Sartrouville a été touché. L'aviateur a sauté, récupéré à l'école Jules Ferry par une cormeillaise. Donc en fait on montre à tous les cormeillais, jeunes cormeillais qui sont venus dans la semaine, comment c'est passé et comment vivent les résistants à l'époque. Donc on a derrière le plan, le fameux Sartrouville où on leur explique le fameux pont, on leur raconte l'histoire de Riera et Christie, deux cormeillais qui ont été fusillés au moment du départ des Allemands de la ville. Puis on leur parle aussi du commandant Kieffer, nom du lycée, Monsieur Kieffer, le chef du commando des 177 premiers Français qui ont débarqué en juin 1944 sur les plages. Donc voilà, et qui a sa maison encore sur place, occupée par sa fille et sa petite fille. Comment fonctionnait le résistant avec je crée ma propre électricité. Huile de coude et c'est parti. Comme la dynamo, hop, et je produis avec le filament. Après, comment je communique avec l'internet de l'époque, la machine à écrire, je reproduis les tracts de propagande et je communique. Et puis derrière, je leur montre également communication en morse. Et on leur raconte également quand il fallait intervenir avec la défense passive, quand il y avait des bombardements, quand il fallait faire la nuit. Le casque avec sa propre lumière, il n'y avait pas de pile, il n'y avait pas de batterie. Donc je me munis de la ceinture et je tourne à l'huile de coude pour créer qu'ils comprennent la précarité de la vie du résistant. Le maire est occupé, le dossier est occupé. C'est la rigueur allemande. En ces périodes d'occupation, là on avait le gendarme. C'est de répertorier tout le sinistre suite au bombardement de la nuit dernière.
Claude. Bonjour. Alors là, on est dans le garage que tu as reconstitué Ouais. d'époque. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le thème de l'animation? Les gens, quand ils viennent ici, qu'est-ce que tu leur montres? Eh ben ici, on montre ce que les gens fabriquaient ou réparaient dans un garage à l'époque. Donc, il y a plusieurs choses, hein. Il y a la moto qui est là, qui est en panne. Il y a le vélo. Puis, il y avait beaucoup de gens qui crevaient avec leur vélo. Donc, les gens, à cette époque-là, ils ont trouvé un système pour pouvoir remplacer les pneumatiques. Parce que c'est ce qu'on voit ici, parce qu'il manquait de caoutchouc. Donc, pour remplacer les caoutchoucs, ils ont trouvé des systèmes. Soit ils prenaient un tuyau d'arrosage en dur, soit ils prenaient des bouchons. Donc, ils enfilaient des bouchons avec un fil de fer au milieu. Ouais. Ils les enfilaient, ils les bloquaient, et après, ça faisait une roue. On arrive toujours à trouver des bouchons quand même à cette époque-là. Oui, c'est pas la chose la plus dure à trouver. Surtout en France. Surtout en France, oui. Alors la moto qui est derrière moi, c'est quoi cette moto? Oui, c'est une Alcyon, c'est une marque française de 1935, un 175 cm3 de temps. Quelle origine? C'est français? Oui, c'est français, oui, c'est des petites marques de l'époque, Alcyon. Tous les outils, là, ont un rôle important. Parce que les gens sont curieux de savoir à quoi servent tous les objets. Parce que, les gens sont très curieux. Hein. Et toi, tu arrives à retrouver... Oui, ça, c'est pour écraser les ressorts de soupape. D'accord, ok. Cette machine, donc, à quoi ça sert? Ça sert à réparer les chambres à air. Ça sert à vulcaniser, comme on dit. Donc, on dessert ça. On sort la chambre à air. Là, après, on pose une rustine sur la partie où il y a le trou. On repose la partie là, on rebaisse ça, et comme ça marche sur le 110, là il y a une minuterie, et quand la minuterie est arrivée, ça a collé la rustine sur la chambre à air, et c'est fini. Donc en fait ça chauffe Ça chauffe, et ça fait dissoudre ça fait ramollir le caoutchouc qui se lie entre eux. Donc ça c'était une alternative un peu plus classique que les bouchons. Voilà, c'est ça. Ok. Ça c'était pour réparer le peu de chambres à air qui restaient. Bonjour monsieur. Alors vous êtes né en quelle année? En 1927. Donc ça vous fait 97 ans. Exactement. Bravo. Alors aujourd'hui, on est au fort de Cormeilles en Parisis. Oui. Et vous venez voir l'animation sur la période de la Deuxième Guerre mondiale pendant l'occupation. C'est ça. Que vous avez forcément vécu. Oh bah oui, j'ai connu Cormeilles, hein, c'est sûr. Hein. Oui, oui. Sur Sannois, c'est ça, à cette époque-là? Oui. Oui. Vous avez préféré lequel? Le décor? Les décors dans la... Bah, moi, je trouve que tout est joli, tout est bien, je trouve. L'épicerie qui est juste derrière nous? Oui. Ouais, avec toutes les... Oh, tout ce qui est dedans. Oh, les sucettes, tout ça, c'était... Oh, oui. Le concert, vous avez... Vous savez, quand on est jeune, on regardait tout ça dans les magasins, le boulanger, s'il y avait quelque chose, s'il y avait... Bah oui, mais c'était dur, vous savez, on ne pouvait pas s'acheter n'importe quoi. Hein. Ah oui, et l'école, vous avez retrouvé l'école un petit peu? L'école un petit peu, oui, c'est ça, oui. Et le café, ça ressemble un petit peu à c'est vrai, cette époque-là? C'est vrai aussi, oui. Les Allemands, comment vous les voyez en fait? Oh là là, c'était des hommes un peu stricts, hein, vraiment durs, quoi. C'était dur à voir. Moi, c'était pas loin de chez moi, qu'il y a une bombe qui est tombée, hein. Et le train passait en dessous le tunnel, ben vous savez, hein, oh là là, ce bruit. J'ai eu très peur. Ça vous a plu là, cette animation aujourd'hui au fort de Cormeilles? Je vais raconter ça à ma fille, elle va me dire qu'est-ce que tu as été faire là-bas. C'est pas dit qu'elle va me dire que c'était bien. Merci beaucoup. Oh ben je vous en prie. Et puis bonne visite. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, il n'y a plus rien. Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, déjà les feuilles poussent. Tiens, ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens.